Au Mexique, pas une semaine sans que les trafiquants de drogue ne fassent parler d'eux. Pas une semaine sans des opérations armées, des enlèvements, des assassinats, entre autres. C'est d'ailleurs l'un de ces assassinats qui est le point de départ d'un vaste projet journalistique, le projet Cartel. Un projet dont l'objectif est à la fois d'enquêter sur la mort d'une journaliste mexicaine, Regina Martinez, et de poursuivre son travail. Elle s'intéressait de près à ces trafiquants et aux relations qu'ils entretiennent encore aujourd'hui avec certains élus. Une grande enquête donc racontée dans un documentaire que diffuse ce soir France 5. Bonjour Jules Giraudat. Bonjour. C'est vous qui avez réalisé ce documentaire Mexique, le silence ou la mort, film produit par Forbidden Stories. On y reviendra, mais pour faire court, c'est un groupement de journalistes qui termine une enquête si l'un d'entre eux venait à disparaître. Alors d'abord, quand et comment est né ce projet Cartel ? Le projet Cartel est né en mars 2020, donc on s'est réunis à 60 journalistes à Paris. On a travaillé pendant 2 jours en disant voilà, il y a une situation qui est gravissime. Il y a plus de 170 journalistes qui ont été tués depuis les années 2000. C'est presque 10 journalistes par an. On souhaiterait enquêter sur ces menaces contre les journalistes et en même temps essayer de continuer leur travail, s'intéresser au fonctionnement des cartels. Les cartels sont des multinationales de la drogue, ils sont présents dans tous les pays et l'idée c'était d'apporter une réponse globale en étant 60 journalistes dans à peu près 25 pays. Alors l'un des points de départ du projet Cartel, je l'ai dit, c'est l'assassinat de Regina Martinez il y a 9 ans, cette journaliste en avril 2012. Vous l'avez dit, 170 journalistes morts depuis 2000. Pourquoi est-ce que vous êtes intéressé à son cas à elle ? Alors, Regina Martinez, c'est vraiment un cas emblématique au Mexique parce que c'est la première journaliste d'un média national à avoir été tuée. Donc évidemment, le message qui était envoyé à tous les autres journalistes, c'était « vous êtes tous possiblement en danger ». Et donc, ça a été un point de bascule au Mexique où on voit que le nombre de journalistes tués a augmenté après ça. Et surtout, le cas de Regina Martinez est emblématique de la raison pour laquelle les journalistes sont tués. C'est quand ils enquêtent essentiellement sur les liens entre les cartels et les hommes politiques corrompus, ce qu'on appelle la narcopolitique. C'est ça le sujet le plus dangereux. Et ensuite, comme dans 99% des cas, le cas de Regina Martinez est resté impuni, c'est-à-dire que personne n'a été poursuivi, personne n'a été arrêté. Il y a une enquête quand même, elle a été retrouvée étranglée chez elle dans sa salle de bain, il y a une enquête, ils ont trouvé quelqu'un mais c'est un bouc émissaire, on a l'impression. C'est-à-dire que la personne qui est en prison et qui aujourd'hui risque de rester 30 ans en prison, c'est sa peine, d'après notre enquête, n'était pas là le jour où elle a été assassinée, ne la connaissait pas, elle n'avait aucun motif pour la tuer. Et ce que montre notre enquête, c'est qu'elle a très certainement été tuée pour son travail. Voilà, et seul son ordinateur a disparu, ce qui est quand même rare quand on cambriole chez quelqu'un. Elle travaillait, Regina Martinez, pour un hebdomadaire mexicain, il s'appelle Proceso, membre de Forbidden Stories. Elle enquêtait sur les trafiquants de drogue de l'État de Veracruz, malgré, en dépit des menaces qu'elle recevait régulièrement. Elle travaillait avec beaucoup de courage, comme vous l'a raconté l'une de ses amies, journaliste comme elle. Si elle publiait un article sur la corruption, la violence ou la collusion, il arrivait que le journal disparaisse de tous les kiosques de l'État et ne soit plus disponible. Elle répétait sans cesse qu'il n'allait pas la contraindre à arrêter. « Je ne leur ferai pas ce plaisir », disait-elle. Parfois même, elle jurait « Ces salauds ne me feront rien ». L'hebdomadaire Proceso a enquêté sur la mort de Regina Martinez, mais il a dû arrêter son enquête à cause, là encore, de menaces de mort. C'est Forbidden Stories qui a repris l'enquête. Donc concrètement, comment vous y êtes-vous pris ? Alors tout d'abord, on s'est associé à Proceso, c'est-à-dire qu'on a collaboré avec eux, on a repris le travail là où ils l'avaient arrêté il y a 8 ans. Et ensuite, on s'est réparti le travail par petite équipe. Donc il y en a certains qui sont allés au Veracruz, dont ont enquêté sur le blanchiment d'argent des politiques sur lesquelles elle enquêtait, jusqu'en Europe ou jusqu'aux États-Unis. Et moi, avec quelques journalistes, nous sommes allés au Veracruz. Donc l'objectif, c'était de rencontrer les proches de Regina Martinez, ses collègues, essayer de rencontrer des sources aussi qui ont travaillé au sein du gouvernement, qui pouvaient nous donner des informations pour essayer de comprendre pourquoi elle avait été tuée. Veracruz, c'est l'état dans lequel elle a été assassinée. Vous dites on a tenté de rencontrer. Est-ce que vous avez rencontré et que vous ont dit les personnes que vous avez croisées ? Alors, entendu. C'est ce que dit Paloma Dupont de Ninochin dans le documentaire des journalistes de Forbidden Stories, c'est que quand on arrive au Veracruz, on a l'impression que c'est comme si Regina Martinez avait été tuée la veille. Ouais. C'est-à-dire que tout le monde a extrêmement peur. Après son assassinat, il y a près de 20 journalistes qui ont fui le pays. La plupart ont fui la région, la plupart ne sont pas revenus ou ont arrêté de travailler. Et donc c'était très compliqué d'entrer en contact avec ces personnes-là. Nous, évidemment, l'objectif, c'est aussi de les protéger, de ne pas les mettre en danger. Donc on est très précautionneux sur où on les rencontre, qu'est-ce qu'on va raconter, et en même temps on a réussi notamment à rencontrer certaines sources qui ont travaillé pour les gouvernements de Fidel Herrera et Javier Duarte et qui nous expliquent le fonctionnement de cette narcopolitique de l'intérieur. Vous avez rencontré des politiques qui vous ont parlé à visage découvert ?
Non, alors la plupart des politiques n'ont pas voulu nous répondre. Hein. C'est ce qu'on voit malheureusement souvent, et c'est vrai, donc des politiques corrompues, mais c'est vrai aussi, et je ne les mets pas sur le même plan, mais les entreprises notamment d'armement qui vendent chaque année des millions d'euros d'armes depuis l'Europe jusqu'au Mexique, et des armes qui finalement alimentent la guerre contre les narcos, la guerre au Mexique et les milliers de morts qu'il y a par an. Encore une fois, ces entreprises n'ont pas voulu nous répondre, et on voit qu'en fait c'est un sujet qui est extrêmement tabou. En novembre dernier, le président mexicain a promis de rouvrir le dossier de l'assassinat Regina Martinez. Est-ce qu'il l'a fait ? Non, toujours pas. Mais on maintient la pression. C'est-à-dire que nous, c'était pour ça que c'était important d'aller à cette conférence de presse, de lui poser la question, qu'il s'engage publiquement. Hein. Il y avait beaucoup de journalistes qui étaient présents. Et là, on continue à maintenir la pression. C'est-à-dire qu'on écrit chaque semaine des lettres. On demande où ça en est. On est prêt à republier des articles si les choses n'avancent pas. Donc on est toujours très vigilant. Votre enquête et le documentaire ne se limitent pas à la mort de Regina Martinez. Vous avez travaillé sur 2 autres projets, la production de drogue et le trafic d'armes. Vous en parliez, vous l'évoquiez. On en parle avec vous, Jules Giraudat. Dans quelques instants, Culture Média continue. Europe 1 Culture Média. 9h, 11h. Philippe Vandel. Mexique, le silence ou la mort, documentaire édifiant ce soir à 20h50 sur France 5, film produit par Forbidden Stories, réalisé par Jules Giraudat qui est notre invité. Je l'ai dit, votre enquête et ce documentaire ne se limitent pas à la mort de Regina Martinez, cette journaliste qui enquêtait justement sur les cartels et qu'on a retrouvé étranglée dans sa salle de bain. Vous avez travaillé sur 2 autres sujets, la production de drogue et le trafic d'armes, 2 sujets passionnants sur le fond. On va revenir, on va parler du fond et sur la forme parce qu'ils permettent de comprendre à la fois comment on peut enquêter à distance sur les cartels et comment également travaille Forbidden Stories, exemple avec François Rusty de la RTS, la radio-télévision suisse. C'était un peu une de mes craintes. Je me suis dit, mais comment je peux aider ? Moi, journaliste européen, je ne vais pas au Mexique, je ne suis pas un spécialiste du Mexique. Comment je peux aider ? Qu'est-ce que je peux apporter ? La puissance des cartels, elle repose sur une chose, sur le fait qu'il y ait le trafic de la drogue. La pierre que je pouvais amener, c'était une enquête sur les drogues de synthèse, une enquête qu'on doit mener de manière internationale, puisque finalement, leur but et le marché des cartels mexicains, c'est les États-Unis, c'est même l'Europe, bref, c'est nous tous. On vient d'entendre François Rusty de la RTS, c'est une enquête internationale avec un journaliste belge notamment, il s'appelle Bart Libaud, qui lui aussi reste ici en Europe, il ne se rend pas au Mexique, il est devant son ordi et sa spécialité c'est d'enquêter sur un sujet grâce à des données publiques en accès libre. Là, en l'occurrence, il s'est intéressé au trafic d'armes grâce à des vidéos et des photos. Il a pu faire la liste précise des armes utilisées par les narcotrafiquants. Il y a aussi cette vidéo prise à l'intérieur d'une voiture avec une arme anti-tank. Je sélectionne uniquement ce qui m'intéresse. On clique droit. On fait une recherche d'image inversée pour cette photo. On voit clairement des éléments qu'il y avait dans la vidéo. M72 LAW Bazooka, fabriqué en Norvège. Bart Libaud arrive également à identifier des armes américaines, italiennes, israéliennes. Jules Giraudat, pour votre travail d'investigation, est-ce que vous pourriez vous passer de ces nouvelles méthodes aujourd'hui ? Non, c'est ça qui est génial aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on peut se répartir le travail. Il y a des journalistes qui vont sur le terrain, qui rencontrent des sources, et de l'autre côté, il y a ce qu'on appelle des journalistes open source, comme Bart Libaud, qui sont capables de réduire le bruit sur Internet pour trouver les informations qu'on cherche. Et typiquement, pour les cartels, ils ont la fâcheuse tendance à beaucoup poster sur les réseaux sociaux, montrer leurs armes, montrer comment ils fabriquent leur drogue, ce genre de choses. Et donc Bart Libaud, lui, avait une mission, c'est de dire quelles armes ont aujourd'hui les cartels. Et il a vu qu'en fait, il y avait des dizaines de marques américaines, israéliennes ou européennes. Ça peut changer si maintenant les cartels sont au courant de votre travail et s'ils savent que ça peut les trahir. De ce que j'ai compris, il y a quand même une part un petit peu de fierté, d'ego, un truc un peu viril de vouloir montrer ses armes, poser avec. Donc je pense que ça va pas tant changer. Puis ça montre aussi qu'en fait il y a une forme d'impunité, c'est-à-dire qu'ils peuvent poser avec leurs armes comme ça sans être réellement inquiétés. Alors évidemment, votre enquête ne se limite pas à ce travail à distance. Vous êtes allé sur le terrain vous-même à la rencontre de trafiquants de drogue qui s'occupent de l'approvisionnement en armes. Vous avez pu en filmer deux hommes de l'un de ces cartels, des cartels les plus puissants du Mexique, celui de Sinaloa. Ils se font appeler l'Aigle et la Chouette. Scène incroyable. Comment avez-vous procédé ? Alors, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus compliqué d'aller rencontrer des membres du cartel. Non, je pense que c'est important de le dire. C'est-à-dire que
On travaille avec des journalistes locaux qui ont des très bons contacts, qui arrivent à établir en gros le lien entre nous et les membres du cartel. Et surtout, ce qu'il faut bien comprendre et démystifier, c'est que les cartels ont un intérêt à discuter. C'est-à-dire que c'est une entreprise criminelle, hein, bien sûr, mais ils ont intérêt à communiquer, ils ont intérêt à montrer comment ils fabriquent leur drogue, montrer qu'ils sont meilleurs que leurs concurrents, envoyer des messages aussi à leurs clients en disant, bah voilà, nous on a la meilleure drogue, c'est la plus puissante, en même temps c'est la meilleure du marché. Attendez, c'est-à-dire que vous voulez dire, si je comprends bien, les grossistes regardent les reportages et voient les cartels et disent, je vais travailler avec celui-ci plutôt qu'avec celui-là. C'est-à-dire que les cartels, je pense, ont notamment... Quel est leur intérêt ? L'intérêt du cartel de Sinaloa, à un moment, c'est de montrer qu'ils sont les plus forts, de montrer qu'ils font les meilleures drogues, de montrer leur technique. Et donc ça, c'est aussi, nous, il faut, en tant que journaliste, il faut le prendre en compte, c'est-à-dire de savoir quels intérêts ils ont. Et nous, pourquoi on y va ? C'est pour leur poser des questions qui sont légitimes. C'est comment vous approvisionnez en drogue ? Pourquoi aujourd'hui vous intéressez principalement aux drogues de synthèse ? Pourquoi c'est plus rentable ? Et donc nous, on avait des questions journalistiques légitimes, mais évidemment, il ne faut pas être dupe qu'ils ont un intérêt. Donc on n'est pas en train de prendre des risques inconsidérés en les rencontrant. Ça allait être ma question, vous avez eu peur ? Non, ce qu'on essaie de mettre en place, c'est des protocoles de sécurité. Donc évidemment, par exemple, quand on arrive... au Sinaloa, on reste dans notre hôtel avant d'aller le cartel. Le plus gros risque, c'est finalement d'être suivi par la police, où là, il pourrait y avoir des échauffourées, mais tout est assez organisé pour évidemment limiter le risque. Le principal danger, c'est plutôt de rencontrer des sources. C'est les personnes qui, sur le terrain, essayent de dénoncer cela. C'est ça qui est risqué. Des sources journalistiques. Alors, on va passer aux armes, des armes de guerre, entre autres, que les cartels achètent à des trafiquants. Ils se les procurent également via des policiers mexicains corrompus. Ils sont nombreux. L'un des deux hommes qui vous reçoivent vous dit, si des policiers ne travaillent pas pour les narcos, ils ne peuvent pas être policiers. C'est dire l'état qui règne dans la police mexicaine. Oui, c'est-à-dire que dans beaucoup d'États mexicains, la police est aux mains du cartel. Donc évidemment, c'est très compliqué quand on est journaliste ou quand on est à la société civile. C'est-à-dire que si on critique le gouvernement, on sait que la police n'est pas là pour nous protéger, mais que possiblement, ils vont vous faire disparaître. Et c'est notamment ce qu'on a découvert dans le cas de Regina Martinez. Et ce qu'on a découvert aujourd'hui au Mexique, c'est qu'il y a des dizaines de milliers de personnes qui ont disparu et des fosses clandestines avec des dizaines, des centaines de corps ont été retrouvés un peu partout dans le pays. C'est justement l'enquête, on pense, d'après notre travail durant 10 mois, qui a fait que Regina Martinez a été assassinée. C'est complètement dingue, on est à front renversé là, mais vous avez plus peur de la police que des cartels ? Ah bah, bien sûr, plus peur de la police que des cartels. Non, c'est quand on veut aller tourner une séquence avec les cartels qui est organisée, les choses sont organisées, ils n'ont pas un intérêt à tenter à notre vie à ce moment-là. Par contre, il y a dans certains États, notamment au Veracruz, où là la situation est beaucoup plus... il faut bien comprendre que le cartel du Sinaloa, c'est un cartel très pyramidal. Donc quand la décision a été prise en haut et qu'ils savent qu'il y a des journalistes qui vont venir, les choses normalement doivent bien se passer. À l'inverse, quand vous allez au Veracruz, il y a plein de cartels qui sont en compétition, et donc la situation est beaucoup plus instable. Et donc là, c'est plus risqué. Vous êtes également allé filmer un laboratoire clandestin, un labo dans lequel 2 hommes fabriquent une drogue de synthèse, le fentanyl. Quelles sont les caractéristiques du fentanyl, F-E-N-T-A-N-Y-L ? Alors, le fentanyl, c'est un opioïde, c'est une drogue de synthèse qui est 50 à 100 fois plus puissant que l'héroïne, donc c'est extrêmement addictif, ça peut tuer. L'avantage pour les cartels, c'est qu'en fait, ils n'ont plus besoin d'avoir des champs de coca ou de pavot, ils s'approvisionnent en précurseurs. Les précurseurs, c'est des molécules chimiques qui permettent de fabriquer le fentanyl, donc c'est un peu la farine pour faire le pain. Ils s'approvisionnent très facilement sur le marché international et notamment en Asie. Et ensuite, l'avantage du fentanyl, vu que c'est très puissant, c'est que c'est facile à transporter, c'est-à-dire qu'on n'est pas là à transporter des dizaines ou des centaines de cocaïne à travers la frontière. Voilà, dans une boîte à chaussures, on peut transporter, je sais pas moi, 10 000 ou 20 000 ou 30 000 piles, donc c'est 30 000 consommateurs au bout. Le problème, c'est que ça crée une véritable épidémie de morts aux États-Unis. Il y a près de 30 000 morts par an, donc c'est-à-dire qu'il y a plus de personnes qui meurent à cause d'overdose au fentanyl que d'accidents de la route aujourd'hui. Donc évidemment, c'est une réalité qui était extrêmement présente et inquiétante aux États-Unis. Le coronavirus est passé un peu par là, mais voilà, Obama s'est prononcé sur le sujet et c'est aujourd'hui assez dramatique. Vous parlez des États-Unis, il faut le rappeler, le principal marché de ces cartels, c'est l'export. Oui, c'est l'exportation. Donc le fentanyl, c'est plutôt l'Amérique du Nord. La méthamphétamine, c'est plutôt l'Europe. Évidemment, l'intérêt des cartels aujourd'hui, c'est d'aller vers de nouveaux marchés, comme toute multinationale. En le disant en début d'interview, le résultat des enquêtes menées pendant des mois a été publié en décembre dans plusieurs médias simultanément. Qu'est-ce qu'on trouve dans votre documentaire qui n'est pas dans les reportages dévoilés en décembre ?
En fait, c'est assez complémentaire, c'est-à-dire que la publication en décembre, c'est essentiellement en presse écrite et en radio. L'objectif de Forbidden Stories, c'est d'essayer de faire en sorte que les histoires qui devaient être réduites au silence soient entendues par le plus de personnes possible. Donc, d'arriver quelques mois plus tard avec un documentaire sur France 5, la RTBF et RTS, l'idée, c'est de toucher aussi un autre public, des personnes qui lisent pas forcément Le Monde ou qui n'écoutent pas forcément France Inter, mais qui seront dans leur télé ce soir ou qui pourront regarder sur Internet. Mais pourquoi ne pas avoir tout diffusé à ce moment-là ? L'objectif du documentaire, c'était de suivre le projet pendant 10 mois, depuis la Réunion de Paris au début jusqu'à la publication. Donc moi, je filmais pendant la publication, j'étais dans les coulisses et ensuite il y a tout le travail de post-production qui prend plusieurs mois. Dernière question rapide, le premier doc de Forbidden Stories s'était intéressé à l'environnement, il s'appelait Green Blood. Le deuxième au cartel, donc celui-ci. Le troisième, vous savez déjà quel sera le sujet ? Écoutez, je suis en train de travailler en ce moment sur le cas d'une journaliste maltaise qui avait été assassinée en 2017. On a déjà réalisé un documentaire pour Envoyé spécial à l'époque. Et voilà, donc